En fait, ce livre est un petit peu original, très original par rapport à ce que j'ai toujours écrit, c'est-à-dire des essais traditionnels, des essais classiques. J'ai choisi la formule de l'abécédaire, c'est-à-dire de présenter un certain nombre de thèmes, de thématiques ou de personnalités qui sont emblématiques du débat intellectuel en France, politique, idéologique. J'ai choisi cette méthode pour une raison très simple, c'est qu'elle permet de rentrer, de sortir dans le livre sans s'ennuyer, comme très souvent c'est le cas malgré tout quand on lit un essai. La manière linéaire de lire un essai, la façon linéaire fait que de toute façon l'essai lui-même est un genre qui peut apparaître un petit peu lourd ou un peu rébarbatif. Et là, dans ce livre-là, j'ai voulu essayer relever une sorte de défi, c'est-à-dire faire se rencontrer la technique journalistique et l'ambition intellectuelle, philosophique, puisqu'il y a beaucoup de philosophes dans cet abécédaire, et aussi politique, puisqu'il y a beaucoup question de sciences politiques et de philosophie politique. Il y a beaucoup de philosophes politiques qui sont concernés dans ces 300 entrées de cet abécédaire. Alors en fait, quel est le propos de mon livre ? Je crois que j'ai essayé d'écrire un livre, bien sûr, avec des passages, des aspects très virulents et très polémiques, mais ce n'est pas un pamphlet. C'est-à-dire que c'est un livre qui se veut avant tout argumenté et qui respecte les lois de la confrontation intellectuelle. Ce n'est pas un livre d'humeur où j'ai voulu simplement me lâcher pour me faire plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où il existe un véritable danger sur la vie intellectuelle. Et c'est contre ce danger que ce livre prétend attirer l'attention. Le danger que nous vivons, journalistes, philosophes, sociologues, intellectuels, polémistes, c'est en fait de voir le champ du débat, le champ sémantique, l'utilisation des mots de plus en plus restreinte et de plus en plus menacée. Pourquoi ? Comme vous le constatez, un certain nombre de mots, un certain nombre de termes, un certain nombre de débats, de sujets de réflexion, que ce soit philosophique, sociologique, historique, sont en permanence. Ceux qui abordent ces questions, un certain nombre de questions, un certain nombre de sujets, ont sur leur tête une sorte d'épée de Damoclès permanente qui produit en fait une sorte d'angoisse et de menace pour tous les gens aujourd'hui qui écrivent, qui participent à des débats et qui tout simplement veulent exprimer leur opinion ou leur pensée. En tant que journaliste, j'ai constaté qu'il y avait 4 domaines aujourd'hui où le champ de la liberté d'expression était menacé. Le premier domaine, c'est celui qui nous concerne en premier tous, c'est celui de l'histoire. C'est celui qui nous intéresse le plus. Dans les pages du Figaro littéraire, je m'occupe depuis environ une douzaine d'années de la page histoire, et j'ai pu constater qu'un certain nombre de sujets sont l'objet d'une véritable menace pour la liberté d'expression, pour la liberté des historiens, pour la liberté du travail intellectuel, tout simplement. Je vais citer un exemple de débat dans le champ historique, après je citerai un autre exemple dans le domaine philosophique, un exemple dans le domaine sociologique et un exemple dans le domaine littéraire. Ces 4 exemples, je pense, vous sont connus parce que ça a été l'objet de polémiques en permanence en France. Le premier exemple que je citerai, c'est un livre qui est paru il y a environ une douzaine d'années, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a provoqué beaucoup de débats et beaucoup de tensions. C'est le fameux livre d'Olivier Pétré-Grenouillot, historien aujourd'hui reconnu, consacré même au niveau de l'Académie française, historien qui a écrit un livre marquant, très important, qui s'intitulait « L'histoire des traites négrières ». Il se trouve que j'ai eu à traiter ce livre, il se trouve que je me suis intéressé au sujet, il se trouve que j'ai un peu enquêté sur le sujet, et ce que nous avons constaté, ce que vous avez constaté, ce qui a été patent, c'est que cette personne, cet historien, a été véritablement attaqué, menacé dans son honneur professionnel par toute une série d'associations, toute une série de gens qui sont montés au front et qui ont essayé de discréditer son travail sous prétexte qu'à chaque page de son livre, ou toutes les 3 pages de son livre, ou toutes les 10 pages de son livre, le crime contre l'humanité que constitue l'esclavage n'était pas dénoncé. Donc ça, c'est le premier exemple, c'est un exemple frappant. À l'époque, j'écrivais
À l'époque, j'avais écrit un livre avec Max Gallo, Histoire particulière, qui est paru au CNRS. Et Max Gallo était particulièrement investi dans ce combat pour la liberté d'expression. Il y a eu des polémiques, il y a eu des pétitions d'historiens, liberté pour l'histoire, etc. Le grand historien Pierre Nora s'en est mêlé, etc. Bon, vous avez tous entendu parler de ce débat. Aujourd'hui, ça c'est un petit peu retombé, mais la menace est toujours là. C'était quand même très très impressionnant de voir, il se trouve que j'ai lu son livre et que je l'ai chroniqué, qu'un travail aussi méticuleux, aussi pointilleux, aussi scientifique a été quand même menacé par des gens qui sont, tout simplement, ni plus ni moins, des idéologues. Bon. Et qui se revendiquaient eux-mêmes, non pas d'une démarche historique, mais d'une démarche mémorielle. Au nom de la mémoire des victimes de l'esclavage, ils s'estimaient en droit de réfuter le travail d'un historien et d'attaquer, en fait, l'honnêteté de la démarche d'Olivier Pétré-Grenouillot, qui depuis a produit d'autres livres. Je vais choisir un deuxième exemple qui est plus confidentiel, mais qui est quand même significatif du climat intellectuel aujourd'hui. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, j'ai été invité par Jean-Pierre Elkabbach sur l'émission, sur sa fameuse émission Bibliothèque Médicis, à témoigner dans un débat avec un philosophe qui s'appelle François Fédier, qui est un des grands spécialistes de Heidegger en France, et qui avait face à lui un autre philosophe qui s'appelle Emmanuel Faye, dont je parle dans ce livre, parce qu'il y a eu une entrée à Heidegger, et j'ai assisté donc à un débat hallucinant, et je m'en suis occupé aussi au niveau du Figaro littéraire, parce que c'est moi qui ai chroniqué les sujets, où un philosophe, un professeur de philosophie, Emmanuel Faye en l'occurrence, venait nous expliquer que, puisque Heidegger, il était avéré évident que Heidegger avait été un philosophe nazi, il fallait tout simplement que Heidegger ne soit plus enseigné dans les livres de philosophie, et même, pourquoi pas, expulser les livres de Heidegger des bibliothèques. Il a été soutenu d'une certaine manière par Jean-Pierre Elkabbach, et c'était intéressant de voir que ce débat, au fond, n'était pas un débat d'ordre philosophique, parce qu'il faut quand même le démontrer que Heidegger est un penseur nazi. Il n'est pas contestable que Heidegger a adhéré au Parti national-socialiste, il n'est pas contestable que Heidegger a cru en l'avènement d'une nouvelle ère historique avec le national-socialisme pendant quelques années, il n'est pas contestable que Heidegger a fait faillite sur un plan idéologique et politique, là-dessus il n'y a aucune contestation. L'objet du débat, c'était la prétention d'Emmanuel Faye de démontrer que tout le texte, toute l'œuvre de Heidegger qu'on continue à publier aujourd'hui, qui a influencé des très grands philosophes au XXe siècle, dont beaucoup étaient juifs, eh bien que tous ces philosophes, Hannah Arendt, Emmanuel Lévinas, Léo Strauss et bien d'autres, aujourd'hui Michel Foucault ou d'autres, Bernard-Henri Lévy, des gens qui ont lu l'œuvre de Heidegger, eh bien ne se sont pas rendus compte que le texte de Heidegger était en fait une sorte de code secret qui faisait l'apologie du national-socialisme. Donc moi j'ai fait une enquête à cette époque, j'ai interviewé des gens qui avaient compétences pour lire Heidegger en allemand, compétences que je n'ai pas, et qui m'ont dit des choses hallucinantes, simplement que ce monsieur Emmanuel Faye ne comprenait pas le texte lui-même, et que simplement il projetait sur Heidegger, à partir de tout ce qu'il savait de la biographie de Heidegger, il projetait ses propres obsessions et ses propres omnibulations. Il a d'ailleurs réédité il y a 2 ans avec un livre sur Hannah Arendt et Heidegger, où, parce qu'il se trouve que Hannah Arendt a pu être à un moment donné ou une autre influencée par la pensée d'Heidegger, affirmer que la pensée politique de Hannah Arendt est exactement la même que celle de Heidegger, parce qu'il y avait une formule, parce que Hannah Arendt a un jour écrit que effectivement il y avait une inégalité naturelle entre les hommes. Et vous pensez, à partir de là, Emmanuel Faye a bâti tout un procès pour expliquer qu'Hannah Arendt finalement était pré-nazie ou philo-nazie. Donc on en est arrivé aujourd'hui à ce que des gens puissent intenter de véritables procès d'intention, de procès en sorcellerie, ici sur un historien, ici sur tel penseur ou tel philosophe. Pourquoi est-ce que c'est grave ? Parce qu'à l'époque, il devait y avoir un livre collectif sur Heidegger qui devait sortir chez Gallimard, et parce qu'Antoine Gallimard, tout le monde le sait dans le milieu, a pris peur et a renoncé au projet. C'est Fayard qui a publié le livre, sous la direction de François Fédier, et à l'époque, Fayard était encore dirigé par un très grand éditeur, qui était Pierre Durand, et qui a pris sur lui le risque, Claude Durand, excusez-moi, et qui a pris sur lui le risque
d'éditer un ouvrage collectif sur la pensée, les implications de Heidegger. Donc aujourd'hui, cette question, elle est encore chaude, hein. Le débat continue, et c'est vrai que si vous dites que vous lisez Heidegger, par exemple, eh bien c'est vrai que ça peut créer une sorte de soupçon qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être, parce que personne ne conteste que Heidegger a commis les erreurs intellectuelles et politiques qu'il a commises, mais personne non plus, dans le domaine philosophique, ne conteste que Heidegger est un penseur capital du XXe siècle, à part, donc, quelques idéologues. Le troisième exemple qui me paraît très patent et qui là concerne véritable tout le monde, c'est un autre exemple que j'ai vécu dans ma vie professionnelle, c'est la publication d'un livre d'un sociologue du CNRS, qui s'appelle Hugues Lagrange, et qui a publié il y a quelques années un livre qui s'appelle Le déni des cultures. Eh bien, ce livre, que moi j'ai lu, qui est un livre extrêmement intéressant sur une étude très précise sur les performances et les capacités d'intégration des jeunes d'origine étrangère de diverses cultures en France, a provoqué une polémique infernale parce que, pour la première fois, pour une des premières fois, des statistiques ethniques étaient utilisées à travers cette étude. Il se trouve que Hugues Lagrange a suivi le parcours, a fait une étude de fond, il a suivi le parcours familial, scolaire de jeunes issus du monde africain, subsahélien. Il a fait un comparatif avec les jeunes issus du monde maghrébin et en particulier avec des jeunes issus du monde chinois ou confucianiste. À partir de ces critères culturalistes, en fait, il a introduit une grille culturaliste. D'un côté, le monde du confucianisme, de l'autre, le monde du Sub-Sahel et du Maghreb, et il a déduit, il a émis l'hypothèse que peut-être dans l'échec scolaire de certains jeunes d'origine d'Afrique du Nord ou jeunes d'origine du Sub-Sahel, peut-être que des facteurs culturels influencés au niveau de leurs études, et que peut-être la réussite, certaines réussites dans certains domaines scolaires ou universitaires des jeunes d'origine chinoise ou vietnamienne étaient peut-être dues à leur représentation, à leur univers familial, où par exemple le livre, la lecture sont primées et aussi les études sont très valorisées, alors que dans d'autres milieux de l'immigration, le livre ou les études sont moins valorisés. C'était un livre qui était d'une honnêteté intellectuelle absolument indiscutable. Il n'y avait pas une once d'idéologie dans ce livre. Eh bien, ce sociologue a eu de très gros ennuis, des ennuis au niveau du CNRS. Il a été, je ne dirais pas traîné dans la boue, mais accusé de ce qui est à peu près équivalent à une forme de crime contre l'humanité en France, c'est-à-dire accusé de racisme. C'est-à-dire que, en fait, le culturalisme, c'est une vision, il y a plusieurs niveaux de culturalisme. Vous avez un niveau de culturalisme extrême où des gens pensent que, certains sociologues pensent que entre les cultures et les civilisations, il ne peut pas y avoir de dialogue commun. Ça, c'est le point de vue extrême. Et puis vous avez des niveaux de culturalisme qui sont, disons, modérés, qui est tout simplement que nos représentations culturelles influent sur nos modes de comportement, sur notre relation au livre, sur notre relation au travail, sur notre relation à un certain nombre de questions. Donc, sa démarche était, c'est vrai, un petit peu innovante en France, parce que le principe culturaliste, la démarche culturaliste en France souffre d'un handicap et tout de suite d'un soupçon de racisme, puisque nous sommes le pays qui a fait de l'universalisme et de l'universel le principe, le paradigme indépassable. Enfin, nous avons un quatrième exemple qui vient de se produire là, il y a quelques semaines. Un sujet d'ailleurs auquel je consacre quelques lignes dans mon livre sur l'entrée Céline. Vous avez vu, donc, il y a eu toute une polémique invraisemblable, qui paraît même irréelle, des associations qui se sont mobilisées contre le projet de Gallimard de publier les pamphlets de Céline. Bon, personnellement, j'ai lu les pamphlets de Céline, je les trouve très souvent très mauvais. Je ne vois pas tellement l'intérêt de publier chez Gallimard ces pamphlets. Il se trouve que mon point de vue n'est pas partagé par Pierre Assouline, qui a été l'initiateur du projet, un des initiateurs du projet, et qui lui pense que sur un plan historique et littéraire, c'est intéressant
de publier ces pamphlets, de les recadrer dans l'œuvre de Céline, dans l'époque, Bagatelle pour un massacre, Mort à crédit, Cadavre, l'école des cadavres, etc. Donc, Céline a publié 2 ou 3 pamphlets, très inégaux, mais si on considère que l'œuvre de Céline est une des principales œuvres littéraires du XXe siècle, et si on considère que le travail de Céline est intéressant, y compris pour les historiens, on peut considérer que cette publication est d'intérêt public, surtout qu'elle était véritablement encadrée par toute une batterie de spécialistes de littérature et d'histoire qui expliquaient à chaque fois le contexte du texte de Céline. Eh bien, personnellement, je ne suis pas convaincu de la pertinence de cette publication, mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'il est inadmissible que des associations, en l'occurrence la Ligue des droits de l'homme, la LICRA, d'autres associations, puissent, par leur intervention, par leur pression morale, interrompre un travail qui se défend. Voilà. Donc je vous ai cité 4 exemples, j'aurais pu vous en citer un 5e. Tout le monde a entendu parler ou a lu un livre, peut-être au moins, de cette démographe très courageuse qui s'appelle Michèle Tribala, qui a écrit beaucoup de livres, qui elle aussi fait partie du CNRS, ou de l'INED plutôt, de l'Institut National des Études Démographiques. Elle a subi, cette femme, parce qu'elle a publié un livre sur l'immigration, les yeux grands fermés, sur les dangers d'une immigration non contrôlée, de flux migratoires qui prenaient des proportions déraisonnables. Elle a subi, elle aussi, un certain nombre de polémiques qui l'ont atteinte. Elle a continué son travail, elle a aujourd'hui une légitimité qui est incontestable et incontestée. Mais ce qu'il y a en France, et c'est là que je veux en venir, le cœur de mon sujet. Le cœur de mon sujet, c'est qu'il y a aujourd'hui, à l'intérieur des démocraties libérales, une tendance très forte, très lourde, qui est fondée sur le droit à la reconnaissance, le désir de reconnaissance de tous ceux qui considèrent qu'ils ont été victimes ou lésés à travers un traumatisme historique ou un autre. Et cette tendance lourde s'oppose tout simplement à un principe évident de la démocratie. C'est celui de la recherche de la vérité dans le domaine intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un véritable antagonisme entre la démarche du journaliste, du sociologue, de l'intellectuel, du philosophe, qui est confronté dans son travail à cette question, à une procédure de vérité. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous sommes journalistes, pourquoi est-ce que nous sommes philosophes? Parce que nous nous confrontons à un moment donné à la notion de vérité. Je ne parle pas de la vérité avec un grand V, la vérité métaphysique, la vérité ultime ou la vérité religieuse, mais à la vérité. Le travail qui consiste, par exemple, lorsque vous allez dans une émeute où il y a dans une banlieue où il y a une émeute, vous assistez à l'émeute, vous voyez les gens qui provoquent l'émeute. Quand vous écrivez votre article, il faut bien que vous décriviez, que vous donniez des indications sur ces gens qui provoquent l'émeute. Vous ne verrez jamais dans un article du Figaro, dans un article du Monde, dans un article de Libération, vous ne verrez jamais une description tout simplement des émeutiers. Vous verrez toujours les jeunes, c'est-à-dire cette sémantique que tout le monde connaît, les jeunes. Donc, j'ai une entrée, effectivement, les jeunes. Et là où c'est pervers, si vous voulez, c'est que lorsque vous lisez les jeunes, vous savez tout de suite de quel jeune il s'agit. Donc, non seulement c'est absurde, mais en plus c'est pervers et contre-productif. Et vous avez un certain nombre de sujets, un certain nombre de mots qui sont potentiellement dangereux pour tous ceux qui les utilisent. Bien sûr, le mot le plus dangereux, c'est celui de race. Donc il y a plusieurs entrées sur cette notion de race, de racisme, de racialisme, etc. Mais il n'est pas le seul. François Hollande voulait supprimer le mot race de la Constitution. Et il y a eu un professeur de philosophie qui s'appelle André Perrin, qui a fait un livre très drôle, publié d'ailleurs aux éditions L'Artilleur, pour dire « Mais s'il faut supprimer tous les mots qui peuvent être mal utilisés, surtout s'ils ne sont pas scientifiques, puisque l'argument des socialistes, en l'occurrence, pour supprimer le mot de race, c'est que ce n'est pas une notion scientifique, on n'a pas fini. Et on rentre un peu dans ce qu'avait ce qu'avait prévu Orwell, c'est-à-dire un monde où, finalement, le caractère brutal de certaines réalités
devient indicible et où les mots eux-mêmes sont suspects. Parce qu'on peut supprimer le mot de race à cause du racisme, mais on peut supprimer aussi le mot de peuple à cause du populisme. Et puis on peut supprimer le mot de nation à cause du nationalisme, etc. etc. Et puis on peut supprimer le mot de noir, d'ailleurs. Le mot de noir est pratiquement imprononçable aujourd'hui, parce que noir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a tout de suite une charge qui peut être sujette à toutes sortes d'interprétations. Alors en fait, moi, l'objet de mon livre, c'est vraiment une défense de la liberté du langage. J'ai des convictions ou des opinions politiques, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui me semble essentiel, c'est la défense de la liberté dans le domaine du langage. Cette question du langage, c'est fondamental. Il y a eu un temps, souvenons-nous, il y a encore 40 ans ou 50 ans, où la liberté d'expression, la liberté de recherche, la liberté intellectuelle, la liberté même de transgresser, la liberté de provoquer, c'était la gauche qui s'en occupait. C'était la gauche qui revendiquait tout ça. Souvenons-nous du scandale qu'ont provoqué les pièces de Jean Genet, par exemple. Souvenons-nous, pendant la guerre d'Algérie, Jean Genet a mis en scène des pièces qui étaient des agressions, des attaques incroyables contre l'armée, l'Église, l'État. Toutes ces institutions, elles ont été ridiculisées, elles ont été plus que contestées, brocardées, et l'intelligentsia, les intellectuels à l'époque considéraient que c'était l'honneur de ce pays de pouvoir provoquer, attaquer, etc. À l'époque, c'était la droite qui défendait les valeurs traditionnelles, la patrie, les institutions, etc. Aujourd'hui, il se trouve qu'il me semble que ce champ de la liberté, il vient plutôt de gens qui sont plutôt à droite. Pourquoi? Parce que la gauche, qui a, d'une certaine manière, c'était l'objet de mon dernier livre, Quand la gauche agonise, la gauche qui a renoncé à ses objectifs historiques, qui ont traditionnellement été les siens, c'est-à-dire rompre avec le capitalisme, la gauche qui, d'une certaine manière, a finalement rallié la vision libérale du monde. Ce qui lui reste, le fonds de commerce qui lui reste, c'est la défense des minorités. Alors, minorité est un mot très vague, mais c'est un mot où on peut faire entrer beaucoup de monde. Donc, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un véritable clivage entre, d'un côté, les intellectuels qui veulent préserver leur champ d'activité, leur domaine de liberté, sans avoir à rendre des comptes, et toute une série de gens, toute une constellation d'associations et de groupes qui systématiquement se mobilisent sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle question. On l'a vu, je vous ai parlé de Olivier Pétré-Grenouillot, mais vous avez aujourd'hui des gens qui veulent, par exemple, qu'on enlève les statuts de Colbert. Pourquoi? Parce que Colbert, c'est sous Colbert qu'il y a eu le fameux Code noir. Bon. En fait, ce à quoi nous avons affaire, c'est des groupes, des associations, des collectifs qui considèrent que la souffrance, vécue ou imaginaire, qui est la leur, doit faire autorité. Mais c'est une tendance qui est assez générale. Il ne faut pas, je n'ostraciserai pas un groupe en particulier, je ne dirai pas ce sont ceux-là ou ce sont ceux-là. C'est en fait une tendance, c'est ce qu'un philosophe américain, grand philosophe politique américain qui s'appelle McIntyre, qui a écrit un très grand livre qui s'appelle Après la vertu. J'ai une entrée d'ailleurs sur lui, vous verrez au passage Vertu. Ce philosophe McIntyre, c'est un ancien trotskiste qui a rompu avec l'extrême gauche, comme beaucoup de philosophes américains dans les années 70-80, et qui a redécouvert Aristote. Et ce livre, Après la vertu, montre que ce n'est pas la vérité qui compte aujourd'hui dans le débat, c'est l'émotion. Il appelle ça l'émotivisme. L'émotivisme. Ce qu'on voit se déchaîner, par exemple aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est de l'affect, des affects extrêmement violents, des prises de parti extrêmement violentes et extrêmement catégoriques, et vous verrez très souvent que l'argumentation, le débat, les règles de la déontologie dans un débat argumenté disparaissent au profit de l'affectivité, avec tout ce que ça traîne, parfois de violence et de tendance au lynchage.
Je pense que c'est une tendance lourde qu'il y a aujourd'hui dans le monde occidental, une perte complète du sens du débat. Dans la démarche socratique, qui va inaugurer un petit peu la tradition occidentale, chez Socrate et chez Platon, et en particulier chez Socrate, il y a l'idée que je parle, je dis ceci, mais ce n'est pas moi qui parle. Je m'excentre de celui que je suis. Je mets entre parenthèses la personne subjective que je suis, l'être affectif que je suis, et j'essaye de savoir ce que c'est que le bien, ce que c'est que la vérité, ce que c'est que la justice. Cette notion, elle a été d'une certaine manière discréditée au bénéfice, au profit d'une sorte de relativisme bas de gamme. C'est-à-dire, moi je pense, moi je sens que c'est mon émotion, c'est mon affect qui parle, et il vaut le vôtre. Et donc, vous n'avez pas à utiliser contre moi des arguments que je ne considère pas comme sérieux ou comme scientifiques. Je crois qu'on est là, dans une tendance générale. Là, je vais faire juste un petit aparté, puisqu'on me sollicite beaucoup en ce moment sur la Corse. À chaque fois, les chaînes de télé m'invitent. Demain soir, je vais participer à un débat sur CNews, sur la Corse du Nord, avec Sonia Mabrouk. On m'invite tout le temps dans ce type de débat, ça m'amuse, mais en même temps, je constate que, par exemple, pour ce qui est du débat qui se produit aujourd'hui en Corse, on a un peu ce même type de phénomène. Par exemple, si j'ai en face de moi un nationaliste corse et que je lui dis que je ne suis pas convaincu par la notion de peuple corse, il va être blessé. Il va penser que c'est un déni de reconnaissance. Il va souffrir. Il va me dire, mais c'est une évidence, nous les Corses, nous avons un peuple comme tout le monde. Donc, on passe d'un débat conceptuel, qu'est-ce que c'est qu'un peuple, quelles sont les conditions d'existence qu'un peuple, qu'est-ce que c'est qu'une nation qui émerge, à un débat d'ordre affectif. Toute proportion gardée, ce qui se passe aujourd'hui encore, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un peuple qui émerge, est-ce qu'il y a une nation, une petite nation, une micronation qui réellement émerge et qui réclame des droits politiques, on l'a eu ce débat en beaucoup plus important et en beaucoup plus dramatique et tragique avec l'existence du peuple juif et de la nation israélienne. Lorsqu'il y a eu tous ces débats sur le sionisme, toutes ces questions sur le sionisme, je m'y suis un peu préoccupé, je me suis un peu penché sur la question, parce que j'ai étudié un petit peu la pensée de Hannah Arendt, et aussi de Raymond Aron, dont il est beaucoup question dans ce livre. J'ai une entrée Hannah Arendt et une entrée Raymond Aron. Et qu'est-ce qu'on constatait dans ces débats qui perdurent aujourd'hui, mais qui se sont un peu affaiblis? Eh bien, que vous avez de très grands intellectuels, Raymond Aron, Hannah Arendt, qui doutaient de l'existence du peuple juif, le peuple juif. Bon. Qu'est-ce qu'il répondait? Il répondait, il y a des communautés juives, c'est évident. Mais il ne suffit pas qu'il y ait des communautés juives, une communauté ashkénaze, une communauté séfarade, avec des langues et des sensibilités différentes, pour former un peuple. Pour former un peuple, il faut telle condition. Pour Raymond Aron, un peuple, c'était une communauté d'instinct, une communauté de destin, dans un territoire donné, avec un État, une conscience politique commune, une conscience collective. Donc pour Raymond Aron, il est évident qu'il y a une nation israélienne et qu'il y a un peuple israélien. Pourtant, Raymond Aron, qui a écrit ce livre, vous savez, De Gaulle et Israël, où sa judéité s'est un peu réveillée au moment du fameux discours de Gaulle de 67, pour Raymond Aron était juif, il ne reniait pas sa judéité. Pourtant, il ne se sentait pas partie prenante du peuple juif. Pour Hannah Arendt, c'est un peu différent, mais elle a eu... Gershom Scholem, le grand mystique, le grand philosophe juif, lui a fait un jour le reproche de ne pas aimer le peuple juif. Et elle a répondu, mais je n'ai pas à aimer le peuple juif. Je suis une philosophe, je n'aime ni le peuple américain, ni le peuple juif, ni le peuple français. Ce que j'aime, ce sont mes amis. Et à ce moment-là, il y a eu une brisure, une cassure entre Hannah Arendt et le mouvement sioniste. Bon. Déjà, ce qui apparaissait, c'était une blessure affective. C'est-à-dire, pour ne pas faire de la peine à quelqu'un, vous lui dites, oui, d'accord, il y a un peuple juif. Pourtant, moi, je suis juif et je m'en sens pas partie prenante. Pour ne pas faire de la peine à un nationaliste, vous allez dire, d'accord, il y a un peuple corse, ok, on est d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Donc, je pense que ces notions sont... il est important, quand on fait de la politique, de raisonner, de penser en termes politiques. Voilà. Et aujourd'hui, de fait, on peut contester ce qui est contestable dans le discours de Macron, dans certains discours d'Emmanuel Macron. J'ai une entrée Macron qui vous amusera peut-être. C'est que Macron a très bien compris, bien sûr c'est quelqu'un de très intelligent, bien sûr c'est quelqu'un qui a une culture philosophique, il a très bien compris que
nous étions d'une certaine manière dans une période, dans une époque post-politique. Nous sommes dans une époque post-politique parce que d'abord, ce qu'il faut, c'est répondre à la demande. Cette demande, elle est fondamentale, c'est la demande de reconnaissance. C'est la demande de reconnaissance. Quand il est allé à Marseille et qu'il a fait son meeting, il a dit « Je vois dans la salle des Maghrébins, des Arméniens, des ceci, ça. » Il a fait le catalogue de toutes les identités, il a dit « Nous sommes tous français. » Sauf que c'est pas si simple. Et sauf qu'à un moment donné, l'identité, la revendication identitaire, la demande d'identité peut rentrer en contradiction avec ce qui est censé former une nation, c'est-à-dire dépasser ces identités à partir d'un principe commun. Donc, ce qui est dangereux dans la demande de reconnaissance, c'est qu'à un moment donné, cette demande de reconnaissance, ce désir de reconnaissance, ce désir de considérer que, de dire « moi je souffre, il faut que vous preniez en compte ma souffrance », rentre en complète contradiction, soit avec la démarche intellectuelle, la démarche philosophique, même la démarche du journaliste qui travaille sur le terrain, et la démarche politique. Parce qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de philosophie sans une certaine recherche d'un monde commun, pour parler comme Hannah Arendt, d'un bien commun, pour parler comme un catholique, ou tout simplement d'une res publica, pour parler comme un laïc. Il faut à un moment donné que les groupes, les collectifs, les communautés soient capables de dépasser leur tropisme identitaire, de dépasser leur traumatisme, leur trauma affectif pour faire un monde commun. Sinon, ce qu'il reste de monde commun se défera, et à ce moment-là, les paranoïas identitaires, les paranoïas communautaires ne pourront que s'accroître, et à ce moment-là, eh bien, le pire n'est jamais impossible, et toutes les fractures qui existent dans la société française ne peuvent que d'une certaine manière se renforcer. Voilà, c'est le propos fondamental, c'est le propos foncier de mon livre. Vous verrez qu'il est beaucoup de questions de philosophie, de politique, de littérature, et d'histoire, bien entendu. Ce sont les 4 domaines qui me passionnent depuis toujours. Et ce que je crois, c'est que nous sommes rentrés dans une période post-politique, mais qui est très problématique parce que les véritables fractures de la société française, et notamment la fracture la plus évidente, celle qui nous concerne tous, qui est la fracture avec l'islam, avec le monde islamique et avec l'islamisme, cette fracture-là ne sera pas dépassée par des discours sur le vivre ensemble. Et là, je terminerai. Pourquoi cette notion de vivre ensemble est-elle devenue très, très prégnante? Eh bien parce que, tout simplement, c'est une notion post-politique. C'est une notion qui fait l'impasse sur ce que c'est qu'un peuple, sur ce que c'est qu'une nation, sur ce que c'est qu'un État, sur ce que c'est qu'une collectivité. Le vivre ensemble, si vous voulez, le degré, le niveau minimum de la tolérance, c'est l'idée qu'il suffit d'être là pour s'admettre et pour se reconnaître et pour se tolérer. Or, si vous lisez les philosophes du XXe siècle, tous ceux qui ont réfléchi à la question de la communication et du monde commun, ce vivre ensemble est une notion qui n'apparaît pas. C'est une notion qui n'apparaît jamais. Je l'ai rencontré une seule fois dans un livre de Paul Ricoeur, dont je parle d'ailleurs, un livre qui s'appelle Parcours de la reconnaissance, et Paul Ricoeur est justement, à mes yeux, pour ce que j'en ai lu, un philosophe qui est justement post-politique, parce que l'essence même du politique, c'est-à-dire l'éventualité d'un conflit, la possibilité même d'avoir affronté une situation tragique ou d'avoir affronté un ennemi qui peut vous désigner, eh bien Paul Ricoeur avait tendance à occulter cette dimension au bénéfice d'une dimension purement éthique et d'une dimension purement morale. Et donc je crois aujourd'hui que Macron, en effet, est dans la filiation de cette sensibilité-là, d'une manière d'ailleurs opportuniste. Quand il est allé en Algérie, il a fait une déclaration sur le crime contre l'humanité que n'aurait sûrement pas avalisé Paul Ricoeur, qui justement était un philosophe, un herméneute extrêmement tatillon. Donc Emmanuel Macron, je pense, est un peu entre deux eaux. D'une certaine manière, c'est vrai qu'il a été influencé par la pensée de Ricoeur, mais d'un autre côté, il est un petit peu dans cette vision démagogique du monde, dans cette vision purement économiste ou purement sociétale du monde, où
le marché, les lois du marché, les lois de l'économie, les lois de la le fait que l'économie finalement prime sur un certain nombre de fractures, puisse colmater un certain nombre de fractures anthropologiques, il est un petit peu dans une sorte d'optimisme à l'américaine, et je crois qu'il sera démenti. Alors je ne le souhaite pas, je ne souhaite pas le pire pour la France et pour ce qui peut arriver demain, mais je pense que, comme je l'écris, jusqu'ici en politique, les lois de Machiavel les lois de la politique ont plutôt donné raison à Machiavel qu'à Paul Ricoeur. Voilà.